Nous passons au quatrième panel actifs tangibles et liquides du point de vue de la dette, comparaison des risques et des opportunités. Pour ce quatrième panel, nous accueillons Rada Kneissel, gérant de dette privée chez Montpensier Arbevel, et Pierre Cély, gérant dette immobilière chez Score Investment Partners. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Rada, peux-tu présenter la classe d'actifs sur laquelle tu opères et quels sont tes clients? Oui, bonjour, tout d'abord à tous. Donc Henriette, j'aurai l'occasion de débattre longuement avec toi sur notre classe d'actifs. Donc notre classe d'actifs, donc moi je suis gérante, dette privée. La dette privée, c'est quoi? C'est le financement des entreprises, ni plus ni moins. Donc notre stratégie consiste à financer, des PME et des ETI. Donc on est là pour accompagner, leurs projets de développement sur des financements, notamment moyen long terme. Donc pour les auditeurs ici qui sont CFA, justement, on est au cœur de la finance d'entreprise. Donc moi, j'ai une double vie. Avant, j'ai travaillé sur les marchés financiers. Donc je peux comparer ces deux mondes. Alors c'est vrai, quand on gère des fonds cotés, bah, on s'intéresse au momentum de marché, on s'intéresse aux anticipations et parfois même on anticipe les anticipations. Quelqu'un parlait du rôle des hedge funds tout à l'heure dans la détention des dettes, par exemple, publiques. Nous, on est au cœur de l'analyse fondamentale. Donc, notre travail consiste véritablement à aller sélectionner les entreprises sur un marché qui est extrêmement profond, qui est en réalité infini. Les PME et ETI en France, c'est 200 000 entreprises, c'est 8 millions d'emplois, donc c'est très concret, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas quelque chose d'opaque ou du shadow banking, ou voilà, c'est du concret véritablement. Et là où sur un marché, bah, on peut constituer un portefeuille en quelques semaines, nous, on met 3 ans typiquement à investir. Donc, depuis le lancement de notre activité, donc sur 5 ans, on a regardé 300 dossiers, on a 30 investissements en portefeuille. Donc, il y a un vrai travail de sélectivité et quelque part de génération d'alpha. Voilà pour résumer. Sur nos investisseurs, donc on a des investisseurs, c'est vrai que c'est des produits qui sont des produits plus adaptés à des clients institutionnels, parce que le standard majoritaire aujourd'hui, ça reste des fonds fermés. Donc il faut être en mesure d'investir sur du temps long. Les institutionnels, donc notamment les mutuelles, les compagnies d'assurance, aiment bien ces produits-là qui leur apportent du rendement. Donc, on reste sur un marché obligataire qui rapporte du rendement et ils sont intéressés par ces éléments-là. Merci Rada. Pierre, de la même manière, peux-tu resituer la classe d'actifs dont tu es expert? Oui, bien sûr. Donc, chez Score, on a lancé l'activité de dette immobilière en 2013. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on investit. On a investi 2,3 milliards d'euros sur la classe d'actifs. Aujourd'hui, on gère un peu moins d'un milliard. Donc, la dette immobilière privée, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est le financement d'immeubles comme celui-ci. Alors, chez Score, on a investi sur le segment du value add. Donc là, je vais peut-être, pour les non-initiés en immobilier, expliquer ce que c'est que le value add. En investissement immobilier, il y a 3 grandes stratégies. Il y a le core plus et le value add. Le core, en fait, c'est un immeuble qui est à peu près l'immeuble dans lequel on se trouve, c'est-à-dire c'est un immeuble qui est extrêmement bien placé, qui est rénové et qui est loué. Donc fondamentalement, qui a assez peu de risques. Le core plus, c'est on rajoute un petit peu de vacances, un peu de travaux, probablement une localisation un peu plus secondaire. Et puis le value add, en fait, c'est tout ce qui a trait à des immeubles qui sont obsolètes, hein, qui ont besoin d'être complètement rénovés. Donc c'est l'immeuble de bureau années 90 complètement rincé qu'on va curer totalement, désosser et puis rénover et relouer. Donc ça suppose qu'on a généralement du risque de construction, du risque locatif, voire du risque administratif de permis de construire. Voilà.
ou bien ça peut être du développement, donc c'est de la construction de résidences étudiantes, de la transformation d'un immeuble de bureau en résidence étudiante, de la construction d'entrepôts logistiques, quoi, ce genre de choses. Donc nous, on intervient là-dessus, donc on finance l'acquisition et les travaux en général des sponsors. Les sponsors qu'on finance, ce sont des fonds d'investissement de type private equity sur l'immobilier ou bien des asset managers immobiliers. Et nos clients sont effectivement des clients qui sont 100% institutionnels, plutôt de type assureur, caisse de retraite, mutuelle. Les caractéristiques de la dette immobilière privée, c'est on est, alors on n'est pas vraiment sur des formats obligataires, on est plutôt sur des formats de prêt, de loan. On est sur de la dette qui est sur un marché qui a taux variable, donc qui est indexé plutôt sur l'Euribor 3 mois plus un spread. On est sur un actif qui est sécurisé par une hypothèque de premier rang. En général, quand on est en tout cas quand on est en senior, quand on est en mezzanine, ça peut être du second rang, voire d'autres types de sûreté. On intervient sur effectivement dans des formats qui sont plutôt des fonds fermés. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des caractéristiques de la dette immobilière. Très bien, merci. Rada, lors d'une précédente conférence qui avait lieu ici même d'ailleurs, on a pu prendre conscience que les acteurs de la dette privée étaient autant concurrents que co-investisseurs. Dans quelle équipe te situes-tu? Alors, je dirais sans hésitation plutôt co-investisseur. En réalité, encore une fois, on est sur un marché effectivement adressable qui est énorme, qui en France et en Europe en général est surtout aujourd'hui détenu par les banques, hein. Les entreprises continuent de se financer principalement par du crédit bancaire et il y a un phénomène de désintermédiation qui fait que les intervenants se démultiplient et effectivement, il y a un essor de la dette privée et des perspectives de croissance importantes. Donc, tout le monde y trouve un petit peu sa place. Nous, typiquement, on travaille, enfin, on a créé des partenariats avec à la fois des fonds de private equity, donc beaucoup de fonds de private equity ou même des fonds de dette viennent nous voir en direct. Donc, on est sur un marché qui est généralement désintermédié. Effectivement, on les aide à financer une partie du plan de financement global d'une entreprise, donc typiquement dans des situations de LBO, des situations de croissance externe, où vous allez avoir des banques qui vont monter des crédits structurés en tranche A, tranche B, et puis vous allez avoir des mezzanors, vous allez avoir la partie equity pure, et nous, on va venir apporter un complément en dette senior in fine, qui va avoir généralement une maturité donc plus longue que les banques, et avec des termes plus flexibles. On a d'ailleurs beaucoup aussi de banques régionales qui sont partenaires, les banques régionales qui cherchent justement à soutenir leur tissu local et qui aident les entreprises justement à diversifier leurs sources de financement. Donc on a quelques banques régionales qui sont à la fois investisseurs de nos fonds et qui nous montrent des dossiers très régulièrement dans un contexte effectivement de co-investissement. Et les banques d'ailleurs elles-mêmes reviennent dans la course en créant des filiales de dette privée. Je peux donner quelques exemples comme Socadif, comme CIC Private Bank, etc. Donc elles essayent de contourner, on va dire, les ratios réglementaires en aidant ou en créant des filiales qui investissent en dette privée. Et puis, on a BPI, hein, qui est un de nos principaux, d'ailleurs, co-investisseurs sur le segment des PME ETI. Donc, BPI investit systématiquement en co-invest, 50-50. Donc, voilà. Finalement, c'est un écosystème qui est riche. Et nous, on voit plutôt la concurrence comme un cercle vertueux pour les petites entreprises. Ça permet effectivement à cet écosystème de croître et de mieux financer l'économie. Parfait, merci. Pierre, certains pans entiers du marché immobilier ont subi de plein fouet la sortie de politique à taux zéro des banques centrales. Après un Covid qui a sacralisé le télétravail, comment ton métier d'investisseur a-t-il évolué depuis 5 ans?
Alors, je dirais que depuis 2022, en fait, il y a deux choses qui sont passées. Il y a un phénomène qui est conjoncturel, donc qui a été la remontée des taux assez rapide en 2022, et ça a un impact direct sur les valeurs immobilières, puisqu'il y a une corrélation très forte entre le niveau des taux et les valeurs immobilières. Donc depuis 2022, 23 et 24, on a un ajustement assez important sur le prix des biens immobiliers. Et donc ça a impacté toutes les classes d'actifs en immobilier, que ce soit le bureau, la logistique, le résidentiel. Ça, c'est un phénomène qui est relativement, qui est cyclique, et qu'on a connu par le passé en immobilier, donc qui a rien en soi de très nouveau. Le deuxième élément qui est par contre beaucoup plus structurel, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est le télétravail, où là, en fait, on a une baisse structurelle de la demande pour des mètres carrés de bureau. Donc là où, par exemple, si on se met en Île-de-France, on a un marché de la demande placée, c'est-à-dire combien de mètres carrés sont loués chaque année par les entreprises en Île-de-France, on était historiquement entre 2 millions et 2,5 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, cette année, on devrait être à 1,7 million de mètres carrés. Donc, on a une baisse en fait structurelle, une partie du marché qui a disparu et qui s'explique tout simplement par le télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de moins de mètres carrés. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on a un marché qui est sur le marché du bureau, plus spécifiquement, qui est complètement polarisé entre le phénomène qu'on a vu, c'est deux entreprises qui réduisent le nombre de mètres carrés qu'elles louent, mais qui, en contrepartie, vont chercher à se centraliser, recentraliser. Donc, typiquement, des gens qui sont deuxième couronne qui viennent première couronne qui viennent sur Paris. Et donc, on a un marché où on a le marché de bureau de Paris qui est quasiment plein comme un œuf. Enfin, il y a très peu de vacances. Et d'autres sous-marchés du type la Défense, Péri-Défense ou la première couronne nord, où là, on a des taux de vacances qui ont complètement explosé. On frise les 30% Péri-Défense. Et donc, c'est des marchés qui ne fonctionnent plus, en fait, aujourd'hui, qui sont complètement distress. Et pourquoi c'est important le bureau? Parce que le bureau, historiquement en France, c'est la classe d'actifs principale. C'est-à-dire que quand on pensait immobilier, on pensait immobilier de bureau. Enfin, ça pouvait représenter entre 60 et 70% de l'investissement immobilier annuel. Donc, ça veut dire que c'est financé par des banques. Donc ça a un impact qui est majeur. Donc, nous, comment ça a impacté? C'est la diversification, et je pense que ça impacte tous les investisseurs en immobilier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient que du bureau parce que c'était finalement ce qui était le plus simple à faire, et également aussi ce qui était le plus liquide. Et donc la diversification vers des secteurs qui sont plus défensifs, du type résidentiel géré, ou vers des secteurs qui ont au contraire des tendances structurelles favorables, de type logistique, qui surfent sur la croissance du e-commerce. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le direct lending. C'est-à-dire que ça, c'est une évolution aussi qui est assez importante. Il y a 10 ans, en fait, les fonds de dette en immobilier achetaient des créances auprès des banques. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'elles font, c'est... alors, elles peuvent toujours non continuer à le faire, mais en même temps, elles originent elles-mêmes, en fait, elles font des prêts directs. Et qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a le contexte réglementaire, puisqu'en France, si on se met 10 ans en arrière, il y avait un monopole bancaire qui était très fort. C'est-à-dire qu'en France, seules les banques pouvaient prêter. Il y avait une exception pour les compagnies d'assurance sur les crédits hypothécaires, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, en fait, les fonds qui ont un agrément AMF peuvent prêter en direct. Donc ça, c'est une évolution qui est quand même majeure. Et la deuxième évolution qui va être majeure, c'est que dans le cadre de la nouvelle directive AIFM, c'est-à-dire que quand on peut prêter dans un pays de l'Union européenne, on pourra prêter dans les autres pays de l'Union européenne. Donc ça doit être transcrit dans les différents droits nationaux. Donc clairement, c'est un mouvement qui est encouragé en fait par les régulateurs. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la nature à horreur du vide. Et avec 2022, la remontée des taux, la baisse des valeurs, les banques se sont quand même trouvées, il y en a toujours certaines qui sont un peu surexposées sur l'immobilier. L'histoire se répète très souvent. Et donc, il y a eu un pullback des banques. Alors, ce n'est pas dramatique, elles n'ont pas complètement arrêté de prêter, mais en tout cas, il y a eu comme un pullback.
Et donc, en face de ce pullback, ben, il y a un vide qui s'est créé et qui fait qu'il y a des fonds qui voilà, qui n'ont pas le legacy, qui n'ont pas les mêmes books à gérer, qui sont plus agiles aussi et qui se sont engouffrés dans la brèche. Ok, très intéressant, merci. Donc, Rada, avec une instabilité politique au plus haut, ta classe d'actifs souffre-t-elle de la situation française ou est-ce que tout est déjà intégré dans les prix de marché? Alors, c'est une question un petit peu complexe. Je vais essayer d'y répondre en 2 minutes. J'allais dire, que, si vous voulez, enfin, depuis 2020, en réalité, bon, encore une fois, hein, nous, on finance des PME, des ETI. Depuis 2020, ces entreprises ont connu des turbulences, multiples. Donc on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'inflation, on a eu la dissolution. Heu la vie de l'entreprise, c'est effectivement, Henriette le disait, c'est fragile, il faut survivre, il faut être compétitif, il faut avoir, des, projets de développement, heu. D'un autre côté, j'allais dire, voilà, il y a une véritable résilience de la classe d'actifs. La dette privée aujourd'hui, c'est, en France en particulier, hein, c'est le deuxième marché européen. Il y a eu énormément de levées de dettes sur les 5 dernières années. J'ai fait le calcul, donc c'est 65 milliards. Donc ce phénomène, j'allais dire, est vertueux de financement de l'économie réelle. Il joue son rôle et on a d'ailleurs aussi du soutien. Par exemple, nous, on travaille avec le Fonds européen d'investissement qui est partenaire, qui nous apporte des produits garantis, donc qui nous aide justement à prendre du risque et à aller financer ces entreprises. Et il y a quand même des tendances structurelles positives derrière ces turbulences conjoncturelles ou nationales, à savoir les thématiques de transition énergétique, que le contexte français soit positif ou pas, c'est en marche. Il y a un vrai objectif de décarbonation, de l'économie européenne. Il y a les problématiques de digitalisation et d'innovation. Donc nous, nos thématiques, principales justement de financement, c'est le financement de la croissance, de l'innovation, de la décarbonation, et défense de la compétitivité. Donc il y a des tendances structurelles au-delà du contexte politique. Il est évident que certains secteurs, donc surtout les secteurs qui sont exposés en fait aux risques réglementaires, souffrent de l'absence de visibilité, souffrent de l'immobilisme. Donc il faut bien sélectionner, il faut bien choisir ces secteurs. Mais de manière globale, j'allais dire que notre classe d'actifs, au contraire, avec la hausse des taux, il y a eu un regain d'opportunités, un peu comme sur les marchés de taux en général. On est aujourd'hui mieux rémunéré pour le risque, donc la prime de risque s'est reconstituée. La prime d'illiquidité aussi entre justement les marchés cotés et non cotés s'est reconstituée. Et on a regagné aussi en pouvoir de négociation. Donc nous, on a un vrai travail de structuration sur la dette privée, c'est-à-dire qu'on va structurer nos financements de A à Z. Donc, on va faire en sorte d'avoir des covenants hyper stricts, de prendre des sécurités, des garanties, etc. Chose que, par exemple, un gérant à yield ne peut pas faire puisqu'il subit, entre guillemets, le marché primaire. Il doit faire le choix entre, voilà, c'est souvent syndiqué, etc. Donc nous, on a un vrai travail de structuration, on fait des financements sur mesure. Et donc tout ça, avec la hausse des taux, on est dans un contexte qui est plus favorable et qui crée des opportunités. Donc voilà, en réalité, en tous les cas sur les nouveaux millésimes, le prix, enfin la tendance est plutôt favorable. Merci. On va rebondir sur le choix des secteurs que tu as mentionnés. Pierre, quel secteur de l'immobilier privilégies-tu? Et au contraire, quels sont les pires du point de vue de l'investisseur? Alors aujourd'hui, dans un marché qui est en recovery, en fait, nous, on aime bien, je suis un peu biaisé, la dette, en fait, pour aborder le marché de l'immobilier, parce que c'est quand même, il continue à avoir des incertitudes.
Et notamment ce qu'on appelle en immobilier le whole loan. Alors, on aime bien faire les choses différemment. Donc, ça correspond à de l'unitranche en fait en leverage finance. Donc, c'est une dette senior de premier rang, mais qui a un niveau de levier qui est un petit peu plus élevé que ce que font traditionnellement les banques. Et pourquoi on aime bien? Parce que avec des valeurs qui ont baissé entre 15, 20%, voire jusqu'à 30-35%, on trouve que c'est intéressant maintenant d'aller mettre un peu plus de levier que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. En fait, on se retrouve à prêter en dette au mètre carré sur des niveaux qui sont bien moindres que ce qu'on prêtait il y a 3-4 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout qu'on le fait à des niveaux de spread qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait en 2021-2022. Ensuite, les secteurs qu'on aime bien, c'est tout ce qui a un risque opérationnel. C'est-à-dire que longtemps, l'immobilier, ça a été il me faut un bail, il a une durée ferme, c'est indexé sur l'inflation, et voilà, donc j'ai mes cash flows, je me projette, c'est hyper simple. Et en fait, de plus en plus, on voit que tout ce qui est opérationnel, et qu'est-ce que ça veut dire opérationnel? Alors, ça commençait sur l'hôtellerie, où en fait, dans l'hôtellerie, on a de moins en moins des hôtels qu'on va acheter, où on achète pardon, que les murs avec un bail qui est attaché, mais en fait, de plus en plus, on achète mur et fond. Et c'est-à-dire que l'investisseur immobilier se retrouve avec du risque opérationnel. En fait, lui, il va être rémunéré par le NOI que génère l'hôtel. Donc ça, c'est vrai, et ça a été un peu précurseur sur le segment de l'hôtellerie. On le voit maintenant sur le résidentiel géré, donc les résidences étudiantes, les résidences seniors, ce genre de choses. On le voit sur des secteurs qui sont un peu plus anecdotiques, type self-storage. Enfin, mais en tout cas, c'est une tendance un peu de fond. Et pourquoi on trouve que c'est intéressant? Parce que ça permet de se décorréler notamment du niveau des taux. C'est-à-dire que quand vous avez votre immeuble qui est loué à un seul locataire 9 ans ferme, bon, vous l'avez acheté à 3%, au bout de 18 mois, les taux ils sont à 4, ben, en fait, vous ne pouvez rien faire, vous avez perdu 25% de la valeur. Sur l'immobilier opérationnel, il y a des leviers pour augmenter les revenus, il y a des leviers pour baisser les coûts. Et donc ça, on trouve que c'est un secteur enfin, ce sont des secteurs qui sont intéressants. Pour rebondir sur ce que tu disais, les pires secteurs, en fait, aujourd'hui, c'est assez simple, c'est le bureau en périphérie, mais c'est en même temps des secteurs qui regorgent d'opportunités. C'est-à-dire que, je prends un exemple, nous, on a fait, c'est pas en plus dans les pires zones, mais on a financé l'acquisition d'un immeuble de bureau qui était en première couronne, qui était vacant depuis 3 ans, années 90, donc qui est qui est intouchable dans le marché de l'investissement. Il n'y a personne qui va mettre des capex pour repositionner en bureau parce que les loyers ont baissé, parce qu'on ne sait pas si on arrivera à le louer, on ne sait pas à quel niveau de loyer. Enfin, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et là, on a un projet de transformation en résidence étudiante. Donc ça crée aussi pour nous, sur le value add, ça crée beaucoup d'opportunités, en fait, toute cette partie du marché qui en fait distresse. Ça va prendre du temps à s'apurer. Il y a aujourd'hui 6 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants en Île-de-France. Et clairement, tout ne pourra pas être reloué, sachant qu'il y a une grosse partie de ce parc qui est vacante depuis 4 ans. Donc en fait, c'est des immeubles qui sont complètement échoués et pour lesquels il faut trouver un autre usage. Très intéressant, merci. Dernière question avant le cocktail, mais que je vais poser à tous les deux. Rada, quels sont les 3 facteurs de risque que tu vas surveiller en 2026 et quel est ton objectif de performance? Alors, donc, les 3 facteurs de risque que je surveille particulièrement, donc c'est 1, le taux de défaut, 2, le risque de refinancement, et 3, j'aurais dû d'ailleurs le mettre en premier, c'est le climat général des affaires et donc le rythme, je dirais, d'investissement. C'est les 3 principaux risques. Donc sur le climat des affaires, j'allais dire que, bah, on l'a déjà vu en 2024. Je remets, hein, sur le contexte français parce que nous, on investit principalement en France. En 2024, c'est vrai que la dissolution plus les JO, bah, ça a engendré une très forte cyclicité en termes de deal flow. Donc, bah, on a eu quelques mois quand même où il ne s'est juste rien passé. Donc, il ne faudrait pas que ce climat des affaires perdure, puisque effectivement, bah, c'est
ça crée de l'attentisme, plus de sélectivité du côté des gérants tels que nous, plus de sélectivité ou plus d'attentisme du côté des investisseurs, et puis du côté des entreprises qui sont plus frileuses, plus prudentes, et donc qui réduisent ou qui décalent leur projet d'investissement. Aujourd'hui, en tous les cas, on ne voit pas de signal négatif. Au contraire, on a un deal flow qui est très dynamique et une très bonne visibilité pour le premier semestre 2026, donc une vraie croissance embarquée. Je pense aussi que sur le segment des small, donc typiquement les PME de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, le tissu économique, enfin le tissu régional est tellement dynamique. Vous avez toujours des sujets de capital transmission, donc des entreprises familiales dont les dirigeants ont atteint l'âge de la retraite et qui se posent la question de la transmission. Vous avez toujours des entreprises qui cherchent à accroître leur maillage territorial, et il y a énormément de secteurs où des sujets de consolidation se posent. Donc, ça engendre donc une mécanique positive. Et puis, de l'autre côté, du côté donc des investisseurs, il y a eu une épargne conséquente. Et les institutionnels avec lesquels on discute aujourd'hui nous indiquent en tous les cas une volonté d'accroître leur exposition aux actifs alternatifs, et en particulier à la dette privée. Alors ça reste en pourcentage de leur allocation globale, je dirais marginale, mais en tous les cas, il y a une vraie volonté d'investissement ou de redirection de l'épargne sur la dette privée. Donc, sur ce risque-là, j'allais dire qu'on considère qu'il est modéré. Le taux de défaut sur notre classe d'actifs a augmenté. On n'est pas sur les mêmes chiffres qu'au global, parce que je pense qu'effectivement, il y a eu quelques gros défauts sur les large caps qui biaisent peut-être un peu les chiffres, mais on est quand même sur un taux de défaut de 2% qui a sensiblement augmenté, hein. Il est passé en gros de 0 à 2, ce qui est quand même pas mal. D'ailleurs, nos partenaires au Fonds européen, quand on a fait le premier contrat avec eux en 2020, ils se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de défaut. Du coup, personne ne s'intéressait à leurs produits de garantie puisqu'il n'y avait pas de défaut. Donc, j'allais dire que, voilà, au final, on est sur un marché qui s'est normalisé avec des taux de défaut qui sont ce qu'ils sont. On pense qu'ils vont continuer d'augmenter parce que c'est vrai que la situation n'est pas facile, et que du coup, effectivement, dans l'univers de la dette privée, il faut mieux être sur des structures, on va dire, seniors, sécurisées, avec des garanties, des intérêts cash plutôt que des intérêts PIC pour réduire effectivement ce risque-là, mais qui reste à mon sens aussi gérable. Et le troisième risque, qui est celui du refinancement, bon, je suis peut-être un petit peu débordée du coup, mais effectivement, pour les levées qui ont eu lieu en 2020 et 2021, il est clair qu'il va y avoir, et c'était des années importantes en termes de levée, il est clair qu'il va y avoir un sujet de refinancement en 2026 et 2027. Donc, il faut les anticiper. Voilà. L'objectif de performance? Et l'objectif de performance, donc aujourd'hui, on a un rendement courant sur notre portefeuille qui est de 8,5%. Donc, on espère rester sur ces niveaux-là donc en 2026, ou en tous les cas maintenir un niveau de minimum 8% de rendement brut. Et aujourd'hui, en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est sur un fonds qui est en cours de déploiement. Donc, on a investi à peu près 50% de notre objectif. Donc, on espère pouvoir investir d'ici la fin 2026 100% des encours. Et sur les 50% qu'on a investis, comme on s'adresse principalement à des PME, elles empruntent à taux fixe majoritairement, même si on propose aussi du taux variable, ce qui veut dire en réalité qu'on a déjà sécurisé ou loqué notre rendement. Donc, on est quand même sur quelque chose de très visible et de très prédictible. Donc, le risque de non-atteinte de cet objectif est faible. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. Même question, quels sont les 3 facteurs de risque qui vont être déterminants en 2026 et quel est ton objectif de performance? Alors, sur l'objectif de perf, alors nous, on est en taux variable, donc l'objectif, il est Euribor 3 mois plus 4%. Parce que je n'ai pas mentionné, pour un niveau de risque, on estime low investment grade, high double B, en fait, sur de la dette sécurisée. Alors, sur l'immobilier, on sort quand même d'une très grosse tempête entre 22 et 24 en termes de correction des valeurs, d'augmentation des taux de défaut. Donc, j'ai envie de dire que là, on commence à voir l'horizon s'est un peu dégagé depuis un an. Donc, le gros des risques, ils sont plutôt derrière nous, hein. On voit une augmentation des volumes depuis un an, des prix qui stabilisent, des transactions de taille de plus en plus importante. Donc ça, c'est la recovery, on voit qu'elle est là. Les facteurs de risque, c'est la croissance économique qui est très molle et qui a un impact sur les marchés, sur la demande placée, et pas que sur le bureau, mais sur la logistique, sur les locaux d'activité, où là, on voit que c'est relativement faible sur les 12 derniers mois. Et c'est pas que structurel, là, pour le coup, c'est conjoncturel. Donc ça, c'est la croissance économique. Le sujet, alors il y a la logistique a a été un thème porteur avec la croissance du e-commerce. Va se poser la question avec les nouvelles politiques tarifaires des États-Unis sur des économies exportatrices type Allemagne, Pays-Bas, sur justement ces entrepôts logistiques. Je pense qu'on n'a pas encore de visibilité, de clarté là-dessus sur la demande future. Et sinon, le dernier point, on s'est un peu habitué à l'instabilité, mais c'est vrai qu'en France, il y a eu pas mal de débats à l'Assemblée sur notamment les sujets de taxes foncières qui ne pouvaient plus être refacturés aux locataires. Donc c'est un projet qui est toujours dans les cartons et qui clairement n'a pas aidé à la reprise du marché de l'investissement et qui a pu dissuader quelques investisseurs étrangers d'investir en France cette année. Ok, bah merci beaucoup à tous les deux.